Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Inventaire, nouvelle émission qu'on a lancée le mois dernier avec un retour sur nos films Blu-ray 4K, DVD préférés de l'année 2024. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un retour sur les films qui sont rentrés dans le Hot Show Picture Club ce mois de janvier. Restez bien accrochés et c'est parti! Film numéro 1, mais qui fait partie d'un package Carlotta. Carlotta, l'éditeur, propose chaque mois une sélection de films qui ont été remasterisés et qu'ils envoient à leurs clients ou alors à leurs abonnés. Et parmi ces trois titres, donc Crazy Family, La Harpe de Birmanie et Mad Fate. Donc trois films asiatiques, deux films japonais, un film chinois. On va commencer tout de suite par Crazy Family. C'est un film de Sogo Ishii qui a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Gakuryu Ishii. Donc réalisateur indépendant, une espèce de nouvelle vague, si vous voulez, des années 80 au Japon. Ce film parle de la bulle économique et comment ça va un petit peu transformer la cellule familiale japonaise. On suit cette famille qui va déménager de ce petit appartement miteux à un pavillon. Cette famille qui est composée donc du mari, de la femme et de leurs deux enfants, une fille et garçon. Chacun de ces personnages représente un peu un problème de la société japonaise des années 80. Vous avez le père qui joue le salariman, donc il y a la pression de ramener tout l'argent à la maison parce que la femme est une femme au foyer malgré son fort caractère. Vous avez la fille qui en fait symbolise cette espèce de naissance du kawaii, du fait d'être belle, d'être beau, mais de rester enfant même si elle a 16 ans, donc infantilisation de la société japonaise. Et vous avez le fils qui est enfermé dans sa chambre, qui est le geek naissant, donc premiers ordinateurs, et qui va aussi fortement s'intéresser à tout ce qui est UFO, tout ce qui est extraterrestre. Donc voilà, on suit toute cette petite famille-là qui va s'installer dans ce pavillon. Tout se passe très bien, bien évidemment, au début. Et au fur et à mesure, cette famille va exploser, notamment avec l'arrivée du grand-père qui va venir s'installer avec eux parce qu'il y a un gros problème de logement et aussi de génération. Souvent, les parents vont vivre avec le couple et les enfants. Donc, on va voir comment toute cette cellule familiale va au fur et à mesure exploser. C'est vraiment un film qui propose des fulgurances de mise en scène et dès le début, beaucoup de jeux sur le nombre d'images par seconde, donc avec aussi des frises de l'image, des filtres, donc des gélatines qu'on met devant l'optique pour changer la couleur. Voilà, pas mal d'effets de montage aussi. Et ça essaie plein de choses. Ça sait aussi se calmer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Takashi Miike, des fois quand on regarde des films de Takashi Miike, on a l'impression d'être dans une espèce de bouillie. Là, pas du tout. Tout fait sens. On va utiliser de la dolly, donc des plans travelling très calmes, et de temps en temps panacher tout ça, notamment quand on sort de la maison, lorsque le papa va travailler, lorsqu'il tourne dans le métro, on va être avec une courte focale, vraiment grand angle, on va alors courir dans la rue, se faire bousculer dans le métro, voilà, donc une caméra à portée. Donc pour ce que je qualifierais de folie japonaise, comme ils savaient nous les proposer dans ces années-là. Donc grosse reco pour Crazy Family de Sogo Ishii. Deuxième film est toujours film japonais à être arrivé dans cette sélection, donc Carlotta, c'est La Harpe de Birmanie de Kon Ichikawa. Film de 1956 qui nous parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un bataillon japonais en Birmanie. On suit plus particulièrement un personnage qui s'appelle Mizushima, qui est un éclaireur particulier parce qu'il se sert de sa harpe, c'est un joueur de harpe, pour prévenir son bataillon des éventuels périls qu'il peut avoir en amont. La guerre est finie, les Japonais ont perdu la guerre et ils vont croiser donc le bataillon anglais, qui était le bataillon ennemi, et vont devoir se rendre aux Anglais. Mizushima, notre personnage principal, le joueur de harpe, lui va à un moment donné disparaître de l'équation et le bataillon japonais va recroiser Mizushima, sauf que ils vont pas vraiment le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a endossé le costume d'un bonze, d'un moine bouddhique. Progressivement, et aussi à travers l'utilisation de sa harpe, il va sincèrement se convertir, ou en tout cas devenir un vrai moine bouddhique. Donc c'est un hymne bien évidemment à la non-violence, au pacifisme. On est loin d'une vision binaire du monde. Et on va le voir très bien, comme je vous l'ai dit, le personnage Mizushima vole dans un premier temps l'habit de bonze avant de devenir sincèrement croyant dans le bouddhisme et vraiment croire à la non-violence. Vous avez terminé ce film, vous avez vraiment eu la sensation d'avoir eu un voyage, bien évidemment géographique, parce que ça se passe en Birmanie, mais aussi spirituel, ésotérique. Encore une fois, une vraie reco. Troisième et dernier film de cet envoi Carlotta, c'est Mad Fate de Kon Ichikawa. Film de 1956 qui nous parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un bataillon japonais en Birmanie. On suit plus particulièrement un personnage qui s'appelle Mizushima, qui est un éclaireur particulier
le film Mad Fate de Soi Chang. Soi Chang dont on entend beaucoup parler depuis 3-4 ans, alors que c'est un réalisateur qui a, on va dire qu'il s'est fait connaître dans les années 90. Il est revenu et il a explosé avec le film Limbo, ensuite avec le film City of Darkness et Mad Fate. Ces 3 films ont été faits, réalisés coup à coup, dos à dos. Film produit par la firme Milky Way, film qui appartient à Johnny To. C'est un film, encore une fois, comme ces autres films, qui va explorer à la fois la noirceur de la vie citadine chinoise, plus particulièrement hongkongaise, Limbo étant le plus noir du noir. Là, ici, avec Mad Fate, on a un film qui est quand même plus dans le second degré. On va suivre ce chaman. Le film s'ouvre sur une séquence dans un cimetière, magnifique cimetière d'ailleurs, surplombé par un ciel orageux. Et à la fois, on suit ce chaman. On va suivre ensuite un gamin qui est en phase de devenir un serial killer, un tueur, un véritable tueur. Et on va suivre aussi un policier. Voilà. Donc on suit ces 3 personnages-là dans une course contre ou avec le destin. En plus, il y a l'apparition d'un chat noir. Le chat noir est la première victime de cet enfant en devenir qui a un amour démesuré pour les lames. On a encore une fois dans tous les films de Soi Chang une caméra virevoltante. Il n'hésite pas à la faire passer par différents orifices, à utiliser différentes focales, à utiliser aussi des fois des photos lorsqu'il va lui manquer un plan. Bon, ça c'est un peu le côté artisanal du cinéma de Hong Kong et c'est ce qu'on apprécie. C'est pas du niveau de Limbo, c'est pas du niveau de City of Darkness, mais on recommande quand même fortement. Vous allez passer un extrêmement bon moment. Et chose très plaisante avec Carlotta, c'est que lorsque vous passez donc la commande du mois, vous recevez des petites cartes postales généralement, ça dépend, les goodies changent, voilà, donc Carlotta. Bon, il est temps de parler polar, il est temps de parler du Grand Prix du Festival de Deauville. J'ai nommé Where the F is the Rye. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, de base, ça nous fait penser tout de suite à un film des frères Coen, à Fargo, sans la neige. Et on sent aussi que le réalisateur Shane Atkinson a vraiment pour intention de nous faire un film des frères Coen. On retrouve au casting John Magaro et Steve Zahn, notamment. Et donc, nos 2 personnages principaux et d'autres, bien évidemment, parce que comme dans un bon film des frères Coen, il y a toute une galerie de personnages, ils vont se retrouver embarqués dans une histoire absurde. Sauf qu'ici, l'absurdité se limite aux personnages, alors que chez les frères Coen, l'absurdité sert à dire énormément de choses sur le monde dans lequel on vit. Petite bombe, disait Mad Movies, ouais, vraiment petite pour le coup, je trouve. On lit quoi? Une épatante comédie noire, distrayant, hilarant, stylé. Le psychologue dit la naissance d'un nouvel auteur. Écoutez, je lui souhaite. Gros coup de cœur pour ce polar. Bon, peut-être qu'ils ont un petit peu survendu le film et ça peut desservir. Allez-y si vous aimez le polar, si vous aimez les films des frères Coen. En attendant que les 2 frères Coen se réunissent à nouveau pour nous servir des films du niveau de Barton Fink ou No Country for Old Men par exemple, vous pouvez vous laisser aller sur La Roy, Texas ou Where the F is the Roy. C'est ce que dit le personnage au début du film. Et tout à l'heure, on parlait de tueurs en série en devenir. Eh ben, vous saurez que les tueurs en série aussi ont leurs adoratrices. Et oui, voilà. Et c'est ce que décide d'aborder le film de Pascal Plante, Les Chambres Rouges. On va le dire d'office, c'est un chef-d'œuvre. Malheureusement, j'avais pas pu le voir en salle. J'ai acheté le Blu-ray sur le tard. D'ailleurs, magnifique master. Vraiment bravo pour ce travail. Donc on va suivre Juliette Gariepi, l'actrice que vous voyez ici sur la couverture, qui va venir jour après jour assister au procès de son idole, le serial killer, le tueur en série qui a massacré et qui s'est filmé, cagoulé, en train de massacrer ses jeunes filles. Non seulement ça, mais qui en plus mettre ces vidéos à disposition dans ce qu'on appelle les chambres rouges, donc sur internet, des lieux hyper secrets dans lesquels on peut voir et acheter ces films. C'est glaçant. C'est véritablement glaçant. On peut dire que la mise en scène est chirurgicale. On se rend compte en regardant le making-of, c'est que le réalisateur nous dit que c'est avec son chef-op le jour
de la séquence qu'il prévoyait son découpage, et non pas en avance, et non pas avec un storyboard. Donc c'est d'autant plus perturbant, parce qu'on regarde ce film et on se dit mais quelle maestria. Donc c'est jamais tape à l'œil, parce que le sujet est quand même très dur, mais il s'empêche pas de faire de la mise en scène, hyper signifiante encore une fois. C'est pas du tout graphique, hein. On n'est pas du tout en train de vous montrer ces vidéos de torture, c'est toujours suggéré, c'est au niveau du son, au niveau des réactions de notre actrice et des actrices, et malgré ça, on ressort de ce film troublé. Donc il y a tout un sous-texte autour de la légende arthurienne de Lady of Shalott, qui aimait secrètement Sir Lancelot. Donc on peut voir tout ça, donc c'est aussi une peinture de John Williams, donc c'est un auteur pré-raphaélite. C'est aussi un poème, voilà, bref, si vous voulez vraiment creuser la symbolique de ce film, voilà, je vous conseille d'aller faire des recherches par rapport à ce poème et par rapport à cette peinture. Ça vous donnera vraiment un regard et des clés pour comprendre véritablement ce qu'a voulu nous dire Pascal Plante. Foncez vraiment sur les Chambres rouges, vous ne serez pas déçus. Peut-être un peu glacé, mais pas déçu. Voilà ce qui termine notre rapide vidéo inventaire du mois de février, donc retour sur le mois de janvier. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous pensez à la fois de ce format et des films qu'on a abordés. Et moi, en attendant le mois prochain, il faut que je termine mon café.